une grande partie de la stabilité et de la pérennité du cabinet réside dans le fait de trouver le bon repreneur. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables et à l'écosystème comptable au sens large. Je suis Alexis Lama, votre hôte et également le fondateur de Booster Digital, l'agence digitale dédiée aux experts comptables. Tout de suite, je vous souhaite un excellent épisode et je vous dis à très vite. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club pour un thème qui s'annonce exceptionnel, chaud. Je suis très content de pouvoir ouvrir cette page sur la valorisation et l'évaluation des cabinets d'expertise comptable. À la base, Laurent, tout est parti d'un post LinkedIn que j'avais fait parce qu'en fait, je trouve qu'il y a une espèce d'omerta autour de la valeur des cabinets. En même temps, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Il y a l'IA, il y a la facture électronique, il y a des fonds d'investissement, il y a plein de choses qui sont en train de se passer dans le secteur. Et donc, j'avais fait un post en disant tiens, est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui pourrait parler d'évaluation et donc Laurent, tu vas te présenter un peu, mais dans l'idée, on va dire que t'es clairement dans la place depuis plus de 20 ans en matière de transmission de cabinet. Tu me diras d'ailleurs comment on appelle ce métier. Et donc, j'étais ravi que tu puisses répondre à ça. Du coup, t'es le premier épisode sur le sujet de l'évaluation et avec potentiellement la réponse à la fin de combien vaut mon cabinet d'expertise comptable et combien vaudra mon cabinet d'expertise comptable. Parce qu'on va parler de plein de choses aujourd'hui. Le menu du jour, c'est méthode de valorisation des cabinets, nouveaux facteurs de valorisation des cabinets, les perspectives et les tendances du secteur et on finira par des petites infos d'insider, les conseils de ce que tu as pu voir et comme ça tout le monde doit rester jusqu'au bout pour savoir exactement comment réussir au mieux sa transmission de cabinet, la vente de son cabinet. Est-ce que ça te va comme menu ? Complètement. Good pour toi ? Oui. Eh ben, écoute, merci beaucoup encore, Laurent. Du coup, je te présente en 2 secondes, mais Laurent Charrier, View et Gouron. C'est ça. On est bon ? Oui. Et ben voilà, je te laisse la parole maintenant pour que toi, tu te présentes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Comment t'en es arrivé dans ce monde feutré de la transmission de cabinets d'expertise comptable ? Alors moi, personnellement, il n'y a pas d'intérêt particulier, mais c'est surtout le cabinet View et Gouron qui est présent auprès de la profession en tant que cabinet conseil, spécialisé donc dans la transmission des cabinets d'expertise comptable depuis une vingtaine d'années maintenant. Et effectivement, moi, j'ai repris ce cabinet sans en changer l'ADN et la spécialité. Il y a maintenant 15 ans avec mon associé principal, Mathieu Puichot. Et puis depuis, les choses se sont développées et on continue d'œuvrer au quotidien auprès des experts comptables. Donc en étant tous les jours en ligne, en rendez-vous, en contact avec eux, et puis bien évidemment en faisant notre métier de vente, de transmission de clientèle au cabinet d'expertise comptable, on a la prétention de dire qu'effectivement on est des spécialistes. Donc depuis 15 ans, donc ça, la boîte existe depuis 20. Alors, enfin plus, parce qu'il me semblait avoir vu sur Internet View et Gouron que existe depuis plus de 100 ans. Ouais, c'est ce qui me semble. Depuis les années 20, voilà, ce qui est fou, avec une histoire qui peut être rigolote à raconter, mais qui a peut-être pas d'intérêt aujourd'hui. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les 2 fondateurs, View et Gouron, ont toujours été dans le métier de la transmission d'entreprise. Voilà. Et ces mêmes personnes ont exercé jusque dans les années 80. Ensuite, il y a eu quelques successeurs. On est la 4e génération, finalement, seulement, de dirigeants du cabinet View et Gouron en plus de 100 ans. Donc ça prouve aussi la stabilité, a priori la notoriété et le savoir-faire du cabinet. Ce qui est effectivement plus récent et qui n'a pas 100 ans, c'est le fait d'être intermédiaire à la transmission de cabinet d'expertise comptable. Ok, donc voilà. La branche cabinet d'expertise comptable existe depuis 20 ans et toi, tu es dedans depuis 15. C'est ça. Très bien résumé. Donc, tu as vu quelques dossiers passer ? Oui. Alors, moi, à titre perso, mes associés en complément, parce qu'on traite chaque année entre 20 et 30 dossiers par an. Ok. Une vingtaine. Considérons une vingtaine de sessions par an. Une vingtaine de sessions par an. Donc, ça fait plus d'une par mois, de toute taille. Quand on dit de toute taille, c'est par rapport au volume de chiffre d'affaires, donc valeur de clientèle finalement, de 200 000 à 4-5 millions d'euros. D'accord. Ce qui représente 80% du marché français, quoi, grosso modo. Je pense.
Je pense, j'ai pas de statistiques ramenées à cette échelle-là, mais je pense qu'avec on a régulièrement on traite des opérations qui effectivement balaient le spectre du type de cabinet qu'on peut trouver aujourd'hui. Qu'on peut trouver, c'est un peu grossier. Qui existe sur le marché, qui représente le tissu économique exactement, de la profession. Qui représente la profession aujourd'hui. Okay. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc autant dire qu'on va se régaler dans cet épisode et on va avoir une bonne vision. Et alors je vais rentrer direct dans le sujet, mais côté financiarisation, est-ce que toi tu as vu un changement par rapport à l'arrivée des fonds? Est-ce que ça impacte cette clientèle ou pas encore? Alors je sais pas s'il faut d'emblée commencer par ça, mais je suis rentré un peu direct. Je te suis. Je suis rentré direct. Je me suis dit tiens, pourquoi pas. Non, mais très bien. C'est vrai que c'est ce qui émoustille un petit peu là et qui pose des questions aujourd'hui. Clairement, aujourd'hui, c'est pas encore suffisamment significatif sur le marché et en termes de transmission pour qu'on puisse en tirer des conclusions. Bien évidemment, mais voire même aujourd'hui avoir une réelle photo de la réalité de ça. Oui, il y a des acteurs qui ont levé des fonds, qui ont levé de l'argent via des fonds d'investissement, qui sont soutenus. Donc c'est une réalité. Il y a une financiarisation. C'est arrivé. Il y a une financiarisation de la profession. Aucun problème avec ça. Maintenant, aujourd'hui, dire ce qui se passe. Ce que ça va donner et comment ça va influer sur le marché, c'est encore tôt. Voilà, nous à titre en tant que spécialiste et présent au quotidien, on n'a encore pas suffisamment de recul et d'opérations réalisées avec ces fonds, quoi, avec ces financiers. Oui, alors c'est un peu vulgaire, ces financiers, mais parce que c'est aussi parfois des professionnels ou des cabinets déjà en place qui développent une stratégie essentiellement de croissance externe, avec derrière une philosophie et un objectif de constituer un groupe avec des beaux projets d'entreprise. Ça je critique pas, mais en tout cas, on n'a pas encore suffisamment d'opérations réalisées avec ces personnes-là pour en conclure et en donner. Pour voir un peu ce qui se passe. Ouais, pour en donner une vraie tendance. Affaire à suivre, qui va être intéressante. Ouais. J'écarte pas le sujet et je comprends que ça puisse poser des questions, mais ce serait prétentieux de ma part de dire voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'ils vont faire, voilà ce que ça va devenir, parce que je manque encore de matière. Ouais. Je suis rentré dans le sujet direct parce que ça m'emmène sur le sujet de l'évaluation. Oui. Tu vois, des cabinets, classiquement. Alors, d'abord, je fais une petite parenthèse, mais je suis très content parce que avant qu'on enregistre, je t'ai demandé ce qu'il y a des tabous. Tu m'as dit on peut poser toutes les questions. Et moi, avant de te recevoir, j'ai demandé aux membres de l'Accounting Business Club est-ce que vous avez des questions? Ils ont été très friands en questions et du coup, je suis content de pouvoir toutes te les poser parce que ça m'emmène à l'évaluation. Tu vois, l'évaluation par cette montée de la financiarisation, on commence à entendre un peu de tout en matière de ratio. Oui. Et donc du coup, comme c'est assez opaque, je suis content qu'on puisse en parler. Avant de parler de ces différents ratios, comment aujourd'hui on fait une évaluation de cabinet? C'est quoi la méthode? Est-ce que c'est 1 du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est 0,8, 1,20 comme tout le monde dit et puis basta? Comment ça marche concrètement? Alors, si on ouvre le capot. Oui. Alors, je pense pas dévoiler de grands secrets, ou en tout cas je vais confirmer ce qui se dit et ce que peuvent penser les gens, mais en étant aussi précis que possible. Et puis, surtout en s'appuyant sur ce qu'on a toujours fait, nous, chez Vieux et Gouron, c'est d'utiliser 2 méthodes de valorisation, parce qu'elles sont à la fois simples et avec une approche concrète, parce qu'on sait que par méthode de valorisation, on ne va rien apprendre aux confrères qui nous écoutent. On peut en utiliser 10. Et les 10 donneront des résultats différents, à peu de choses près. Nous, on se concentre sur 2 méthodes qui, en plus, sont reconnues et appréciées à la fois par les acquéreurs, les cédants, et aussi par les banquiers. Okay. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est reconnu. Donc ça permet de bien cadrer les choses. Donc il y a la première méthode dite patrimoniale, qui est donc l'application d'un coefficient de revalorisation
à la clientèle, autrement dit au chiffre d'affaires annuel. C'est le fameux coefficient, on va me dire le sacro-saint coefficient. Donc là, effectivement, pour être précis, aujourd'hui, ce qu'on constate, et ce depuis quelques années quand même, donc là pour le coup, je peux être assez précis, on est sur une fourchette effectivement entre 0,8 et 1,2 grand maximum. Voilà, c'est ça qui a 1,2, c'est la fourchette haute. C'est la fourchette haute. Et on conforte ou on essaie d'étayer le résultat obtenu par cette méthode patrimoniale, par une méthode de valorisation basée sur la rentabilité, en utilisant comme agrégat le BE, l'excédent brut d'exploitation, qui a comme intérêt, je viens de le dire, de prendre en compte la rentabilité du cabinet, donc finalement sa capacité à autofinancer la cible, mais c'est aussi qu'on peut retraiter cet élément. Le BE. Le BE. Voilà. Là aussi, je n'ai pas la prétention d'apprendre des choses. Non, c'est-à-dire que tu vas remettre la rémunération. On peut retraiter la rémunération du dirigeant, on peut retraiter certains frais exceptionnels qui n'ont pas lieu d'être ou qui disparaîtront dès lors qu'il y aura une reprise. On peut anticiper pas mal de choses. Et là, la comparaison, enfin le calcul via cette méthode se fait aujourd'hui dans la profession sur une base de 5 fois le BE. Donc là, après, bien sûr, avec cette méthode, il faut prendre en compte l'endettement financier net, alors qu'avec la méthode du coefficient patrimonial, ce sont les capitaux propres, mais on arrive donc à 2 valeurs, et c'est... Alors je rentrerai un peu plus dans le détail, notamment sur quel coefficient choisir au départ, mais souvent, quand on a... ça permet de conforter les positions. La valeur obtenue par une des méthodes doit être proche, voire égale à celle qu'on obtient par la seconde méthode. C'est ça qui nous permet en fait d'être relativement, j'allais dire serein, sûr, déjà dans un premier temps, de la valorisation qu'on arrête du cabinet. D'accord, donc en faisant ça, tu mixes les deux et tu arrives sur la même ordre d'idée, quoi. Exactement. Je compare. C'est pas forcément une moyenne, mais effectivement, souvent, on se rend compte, et je pense que c'est aussi pour ça que très souvent, on est sur une fois le chiffre d'affaires, c'est qu'on se rend compte qu'une fois le chiffre d'affaires, si on est sur un résultat d'exploitation de 20%, 5 fois le BE, on retombe sur une fois le chiffre d'affaires. Voilà. Et comme c'est quelque chose qui est relativement courant dans la profession, ça permet de... C'est ça qui cadre un petit peu les choses. Après, bien évidemment, il y a des variantes, parce qu'il y a des cabinets qui sont très rentables, donc on dépasse un petit peu le coefficient 1, d'autres qui ne le sont pas, et on va être mais il n'y a pas que la rentabilité qui joue, mais c'est quand même ce qui permet de pas choisir un coefficient au doigt mouillé. D'accord, c'est là où en fait tu es quand même cohérent et c'est pas simplement la règle voilà, c'est 1, 20, moi j'ai mes clients digitaux. C'est pas arbitraire. Il y a ce premier élément qui nous permet de le fixer plus précisément. Voilà. Et après, comment dire ? Et après, il y a d'autres critères initiaux qui nous... Parce que, pardon, je veux essayer d'être précis. C'est que malgré l'utilisation de ces 2 méthodes, et c'est ça qui est rigolo, alors qu'on s'adresse à des professionnels du chiffre, et rodé à la méthode de valorisation par la rentabilité, notamment pour leurs clients, on en revient quand même à avoir des discussions lors des sessions basées quasiment uniquement sur le coefficient. Ah ouais. À la fin, même très rapidement, on va, comme je l'ai dit, étayer et comparer les 2 méthodes, mais si effectivement, avec 5 fois le BE, on arrive à l'équivalent d'une fois le chiffre d'affaires, eh ben on va discuter là-dessus. On va en rester là. Ou alors on va se dire, ah ben non, c'est plus 1, c'est 0,9, c'est 1,10, éventuellement s'il y a de la discussion. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas voulu, nous non plus, et on ne veut pas au quotidien, dans les discussions ou dans les premières étapes que l'on fait, notamment pour les cédants, à savoir la valorisation de leur cabinet, c'est souvent la première chose dont ils ont besoin de prendre leurs décisions. On évite de multiplier les méthodes parce que on se rend compte que dans les faits, et on se doit aussi d'être concret, hein, on est au quotidien, dans l'opérationnel, la discussion, elle se résume quand même, on revient
à ce fameux coefficient. Nous, on est les premiers à vouloir ou à aimer en sortir un petit peu, parce que, je viens de le dire, c'est moins arbitraire de se baser sur la rentabilité. Mais il y a une habitude, il y a une tendance de fond historique, ou alors simplement parce que nous, c'est comme ça qu'on l'interprète, c'est que les gens parlent entre confrères, parlent du même métier, donc on en revient à dire, voilà, je présente cette clientèle à 0,9. Voilà. Ça va soulever des sujets qu'on va voir juste après, qui sont en fait, avec toute la montée en puissance de l'intelligence artificielle, de la facture électronique, des changements de collaborateurs, il y a peut-être quelques petits ratios qui peuvent changer. Mais avant ça, j'aimerais savoir, est-ce que dans ton analyse, du coup, tu analyses le portefeuille de... Exactement, je te remercie d'aborder ce sujet, parce que j'ai expliqué qu'on utilisait les deux méthodes, mais la détermination du coefficient de revalorisation, elle se fait initialement sur l'analyse du cabinet, sur sa valeur intrinsèque, de son organisation, ses équipes, de la qualité du portefeuille, justement, l'historique des clients, le type de client abordé, de la dépendance qu'il peut y avoir ou pas, justement, auprès d'un secteur d'activité, du risque de l'avancée que va avoir le cabinet dans certains domaines digitaux, d'outils, de spécialités. Voilà, on va avoir cette vraie analyse. Et il est certain qu'un cabinet structuré, organisé, avec une stabilité, une présence importante, et puis tout va avoir un coefficient naturel de revalorisation, logique de revalorisation de la clientèle plus élevée que celle d'un confrère exerçant en profession libérale, seul, avec une petite équipe, voire indépendant. C'est pas un jugement de valeur. Non, mais c'est pas la même chose, quoi. C'est pas un jugement, je veux dire, c'est une résultante. La valeur en est une résultante. C'est normal qu'un cabinet structuré, organisé, avec une clientèle qui ne repose pas, parce qu'il y a ça aussi, il faut penser à la transmission. On se projette aussi toujours comme ça, et on y viendra tout à l'heure, mais il y a quand même naturellement une valeur plus forte à un cabinet qui ne repose pas uniquement sur une seule et même personne. Voilà. Et est-ce que dans cette analyse du portefeuille, tu vas analyser les différents chiffres d'affaires, à savoir le juridique, le social, le conseil, le commissariat aux comptes, ou tu prends la structure globale et tu tournes comme ça? Non, on l'analyse parce qu'il y a effectivement des tendances diverses. Il y a des cabinets qui sont très forts, savent mieux facturer que d'autres certains services, certaines prestations. Le chiffre d'affaires exceptionnel, bien sûr, on l'interprète, parce que, on rentrerait dans le détail, mais c'est un peu comment dire, compliqué à expliquer à un micro, mais les experts comptables le reconnaîtront. On en arrive à parler d'exceptionnel courant, ouais, et d'exceptionnel exceptionnel. Ouais. Voilà, il y a des... Je veux dire, l'exceptionnel courant, c'est ce qui sort ta lettre de mission, mais qui chaque année est récurrent, type le juridique annuel ou autre. Enfin, je déconne, mais sur ce type de petites évals, qui sort de la lettre de mission pour résumer. Et puis l'exceptionnel, la mission de conseil, qui effectivement ne se présente qu'une fois, et a très peu de chances de se représenter, ou sous une autre forme, ou avec un tout autre montant. Donc on se doit de valoriser autrement. Malgré tout, il faut être honnête, tout ça reste à la marge. Derrière, il y a un lien tellement fort dans la facturation. Si on facture du social, c'est qu'on a la mission comptable, ou vice-versa. Le juridique est lié au même dossier. Donc tout ça, finalement, a la même valeur. Mais il faut quand même être capable, sur certains éléments, de les isoler. Et le CAC, jusqu'à encore quelques années, avait une valeur différente. Aujourd'hui, jusqu'à la loi Pacte, c'est très compliqué. C'est un peu plus compliqué. C'est très compliqué. C'est pas le sujet sujet du jour, mais ça faisait partie des éléments qu'on analysait autrement, bien évidemment. Ça m'emmène sur comme ça, on coupe tout de suite la rumeur du x2 de la Valo.
c'est de la rumeur. Il y en a peut-être eu un ou deux qui ont réussi à passer, mais c'est pas encore. Si je coupe en fait ce que tu me dis entre le chiffre d'affaires et le coefficient de BE, pour en arriver à x2, si la base c'est 1, faut quand même envoyer un sacré EBE, quoi. Ouais, complètement. Alors après, moi je parle de ce que je connais, ce qu'on a vu. J'ai pas la prétention peut-être qu'effectivement sur le marché il s'est passé des choses. Ouais. Peut-être. Et là, Léon dit, on peut, justement, c'est la logique, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Nous, je vais pas mentir, et j'ai pas d'intérêt à nous faire passer pour ce qu'on n'est pas. On n'a jamais vendu de cabinet à 2 fois le chiffre d'affaires annuel hors taxe. Et aujourd'hui, très concrètement, un cabinet qui veut se vendre 1,5 fois le chiffre d'affaires annuel hors taxe, c'est quasi mission impossible. Ah ouais, ça c'est... C'est très compliqué. C'est très compliqué. Est-ce que tu penses que ça... Alors, tu vois, j'en discutais avec Sébastien Bonnet du fonds... j'ai le nom qui m'a échappé du fonds, mais quoi qu'il, j'avais fait un épisode de podcast avec lui où on parlait, je sais plus si c'est au micro ou hors micro, un peu des valorisations et des modèles économiques qui changent et qui peuvent changer la valorisation. Est-ce que... C'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction. Les cabinets ou les groupes ou les projets soutenus par des fonds d'investissement laissent entendre qu'ils sont capables d'acheter justement uniquement sur des bases de BE et avec des coefficients plus élevés que 5 fois le BE. D'accord. Donc c'est sûr que c'est comme ça que t'en arrives. S'ils appliquent, s'il y a une bonne rentabilité et que le coefficient qu'ils sont prêts à appliquer parce que le fonds les soutient sur ces bases est de 7, 8, après je sais pas. Oui, mécaniquement, on en arrive à un équivalent qui est 1,5 fois ou plus du chiffre d'affaires. Mais c'est tout à fait ce que j'ai dit. À confirmer. Ouais. À confirmer. Pas encore vu, quoi. Pas encore vu. Ouais. À titre perso, même au sein de Vieux et Gouron. Ouais, vous faites quelques deals depuis un petit moment, quoi. Donc, Oui, mais voilà, c'est un petit moment, comme c'est une tendance nouvelle, peut-être qu'on se revoit dans un an et à ce micro, je dirais, ça y est, ce qu'on entendait est vrai, on peut le confirmer, on l'a vécu et ça se fait. Mais les acteurs dits traditionnels, les acquéreurs traditionnels dont on pourra parler, mais aujourd'hui qui font quand même une grosse partie du marché, à savoir ceux qui ont une vraie politique de croissance externe depuis des années, qui se sont constitués sous forme de petits groupes, de réseaux, etc., qui sont pas nos seuls clients, hein, bien évidemment, hein, mais qui, il faut le reconnaître, font beaucoup d'opérations, n'achètent pas sur ces bases. Ok. Juste tant qu'on est sur le sujet, parce qu'on m'a posé la question, est-ce que y a des garanties actifs passifs qui sont systématiquement mises en place ou pas? Alors, je sais pas si ça rentre dans la partie éval ou dans les tips d'insider, mais en tout cas voilà, je le mets là. Si, on peut s'en parler. Alors, pour moi, il faut distinguer 2 choses. Une garantie de passif, sous l'appellation GAP, bien qu'elle veuille dire garantie d'actifs et passifs. En tout cas, la garantie de passif est systématique, voire je dirais presque obligatoire à partir du moment où on vend les parts ou les titres de la société. Hein, il faut bien. Et généralement, elle couvre là pour le coup les risques à venir, antérieurs, mais qui découleront une fois que le dirigeant et les gérants auront changé. Les risques sur le passif social, donc les risques prud'homaux entre autres, et les risques fiscaux. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Un dirigeant qui cède, qui vend les parts, se doit de garantir ça pendant quelques années, en tout cas les années sur 2-3 ans, voilà. Ce qu'on peut appeler garantie d'actifs, qui n'est pas directement ou toujours lié à une cession de parts, c'est dans la profession finalement une garantie de clientèle, garantie de chiffre d'affaires. Oui, ça existe. Okay. Oui, ça existe. Il n'y a pas de règle. On n'a pas ça dans toutes les opérations. C'est-à-dire, en fait, c'est, mettons, je fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Quand je te vends, je te signe que pendant 2 ans, 3 ans, tu vas rester 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je vais pas, mes clients vont pas partir avec moi, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Une garantie d'actifs, garantie de clientèle, chiffre d'affaires, c'est ça. Alors, ça existe. Il y a des deals qui l'imposent, qui le nécessitent.
pour plusieurs raisons. Il y a des acquéreurs qui sont pas à l'aise avec ou qui ont leur principe d'acquisition basé là-dessus, qui en dérogent pas. Tu veux dire ceux qui font plusieurs opérations et qui par se disent exemple, okay, ou même des indépendants qui disent voilà, moi c'est la deuxième fois que j'achète un cabinet, je l'achèterai dans ces conditions-là. Mais parfois ça peut pour autant convenir, être un bon deal. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a une garantie d'actifs, c'est pas un bon deal, c'est pas une belle opération. Tout le monde peut être satisfait, mais c'est plus le contexte qui l'impose. Donc soit émanant de l'acquéreur parce que c'est ses conditions d'achat, soit parce qu'on est sur une clientèle effectivement à risque. C'est-à-dire le portefeuille dépend trop d'un secteur d'activité. Ouais. Y a des clients qui pèsent trop lourd dans le chiffre d'affaires. Il y a effectivement un départ plutôt qui se voit un peu comme le nez au milieu du visage de clients qui risquent de partir, ou une tendance baissière du chiffre d'affaires, on n'est pas suffisamment rassuré. Voilà, il y a des éléments qui peuvent inciter ou amener à faire l'opération avec une garantie de chiffre d'affaires. Pour autant, nous, et c'est peut-être notre marque de fabrique, on fait le maximum pour que l'opération se fasse sans cette garantie. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient de la réalité de l'opération ou qu'on cherche à favoriser une partie ou une autre, mais on sait qu'un deal est beaucoup plus... on sera plus serein sur l'opération à partir du moment où le prix est arrêté à l'acte de cession et il n'y a pas de révision de prix. Ah. C'est ça une garantie Okay. c'est une révision de prix. Tu veux dire la révision de prix, est-ce qu'elle arrive après? Parce que justement, une autre question que j'avais, c'était de ton expérience. Oui. Un deal qui se fait sans cette clause, Oui. c'est quoi le pourcentage de perte de chiffre d'affaires, tu vois, qui sort? Parce que là aussi, pareil, j'ai entendu plein de choses. C'est quoi à peu près le pourcentage? Très peu. Quasi, mais je dirais presque aucune perte parce que... alors là, on va peut-être rentrer dans le détail, nous, du travail qu'on fait en amont et de pourquoi on peut se permettre et on arrive à faire la majorité, mais la très grande majorité de nos opérations sans garantie de clientèle ou de chiffre d'affaires et donc de révision de prix. Mais pour répondre à ta question, on le voit, quand les choses sont bien faites et qu'on arrive effectivement à faire le deal, c'est parce qu'il n'y a quasiment pas de perte de chiffre d'affaires. Ça va être 4-5%, grand max. Mais ça, c'est quoi? C'est que tu as cliné t'as nettoyé avant le portefeuille dans ton analyse de la valo? Oui, ouais. Oui, on l'a cliné en demandant aux confrères d'être... et nous, c'est notre rôle, de jouer carte sur table, d'être transparent, de donner une vraie lecture de son portefeuille, enfin, c'est l'honnêteté qui parle, c'est de l'honnêteté confraternelle. Ouais, de toute façon, ça sert à rien d'envoyer une banane. Ce client-là va partir, ouais. Où son entreprise est en difficulté, ma mission va s'arrêter, je ne le vends pas. On préfère passer peut-être du temps dans ce genre d'analyse, plutôt que d'établir un chiffre et puis derrière de s'établir, parce que c'est au-delà de l'accord qui du coup se complique, parce que tout le monde est un peu sur la réserve, on a une retenue de prix, on n'est pas à l'aise, comment on sécurise quand même les choses, etc. On préfère faire les choses en amont. Et puis il y a l'accord qui peut caler tout ça, mais nous il y a aussi le travail qu'on va faire, ou qui va permettre qu'il n'y ait effectivement pas de perte, c'est de trouver le bon repreneur et de ne pas vendre n'importe quoi, n'importe qui. Et ça, c'est vous qui vous en occupez? Ça, c'est nous. Ça, ouais. c'est notre connaissance du marché, du métier, des acteurs, notre expérience. On sait aujourd'hui, parce qu'on fait ça tous les jours et depuis des années, il y a un certain type de cabinet qui va correspondre à certains certaines cibles, en fait, typologie de cibles qui correspondent bien à des projets d'entreprise qui vont être pris, quoi. Exactement. Et à toi de matcher les bons avec. Voilà. Il est certain que si on fait presque mal notre métier, c'est-à-dire si on cherche à faire du volume et à faire vite et juste à envoyer du dossier, envoyer de la facture. Envoyer du dossier, envoyer de la facture. On se faciliterait la vie, hein, mais nous c'est pas comme ça qu'on attend. Enfin, c'est pas
notre approche du métier. On est conseil, on a un rôle. On veut faire partager notre expérience. C'est peut-être une de tes questions, mais on veut de la pérennité. Moi, c'est les infos d'insider, c'est les questions d'insider, justement. Comment faire d'une reprise un succès avec toute ton expérience. Donc, restez bien jusqu'au bout. Non, mais on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, une grande partie de la stabilité, de la pérennité du cabinet réside dans le fait de trouver le bon repreneur, la bonne personne. Et quand on a bien combiné tout ça, qu'on a fait une bonne analyse au départ, qu'on a été honnête, transparent, qu'on a identifié les risques, qu'on les a pris en considération, quitte à jouer, ça se traduit souvent comme ça, il faut être honnête, sur le coefficient de revalorisation. Comment on passe de 1, pourquoi on passe de 1 à 0,9 ? C'est que nous, on le dit aussi assez souvent, on voit que c'est plus évident pour chacun de prendre un peu ses responsabilités, pour un cédant de dire oui, j'aurais peut-être un peu de départ client, 4-5%, parce que certains vont se vexer, ou parce qu'ils m'aimaient trop. On parle toujours de l'intuitu personnel. Ouais, bien sûr. On arrive à passer outre, mais il existe. On ne peut pas le nier. Et de la même manière, le repreneur doit pouvoir avoir une petite marge de manœuvre par rapport à son plan de financement. Donc, souvent, on arrive effectivement à ce deal de dire, allez, chacun prend sa part de responsabilité, on se donne une souplesse de 10%. Comme ça, s'il y a quelques départs, on est à l'aise, mais on fait un deal où, à la signature, il y a un prix, il y a une remise des clés, entre guillemets, et on ne revient pas. Et puis l'autre. On ne revient pas sur la valo, on reviendra après sur les sujets. Mais voilà, on ne revient pas sur la valo. Et puis j'anticipe aussi, mais il y a ce travail en amont, mais il y a le travail post-session. Pareil, je crois que ça fait partie des questions. C'est des questions que j'aimerais voir après. Ouais. Sur l'accompagnement, etc. Donc c'est un ensemble, c'est toute une chaîne qu'il faut mailler progressivement pour arriver à un bon accord. Donc voilà. Mais combien de temps ça prend tu vois, justement pour mailler cette chaîne, c'est-à-dire entre le moment où moi je suis expert comptable, je me dis j'entends mes confrères qui me disent tiens je veux autant, je sais que je veux autant, maintenant que tu m'as expliqué les deux ratios, je pourrais le faire. C'est quoi le temps entre le moment où je t'appelle et le moment où je vends? À peu près 6 mois. Ouais. En moyenne. Et concrètement, on est sur des opérations entre 4 et 9 mois. D'accord. Alors, 4 mois, c'est un temps relativement incompressible, parce que à partir du moment où on commence à être en contact, nous, on veut, et c'est un service qu'on se doit de rendre, étudier le dossier, l'analyser, préparer le dossier à la vente, se mettre d'accord sur toutes les modalités de cession, constituer le dossier de présentation. Donc c'est vrai qu'on est curieux, mais curieux pour de bonnes raisons. On a besoin de documents, on a besoin d'infos. Et une fois qu'on a établi les choses et arrêté les choses avec le cédant, ça reste quand même le donneur d'ordre. Nous, on est conseil, mais c'est pas nous qui avons le stylo. On sollicite des acquéreurs. Donc là, il s'est déjà écoulé 1 mois de préparation du dossier, il faut être honnête. On sollicite des acquéreurs. Là, ça peut aller très vite, parce que nous, on a cette chance. T'as le fichier client. On a cette chance de connaître beaucoup de monde, d'avoir beaucoup de candidats sur le papier, même si on va sélectionner, on va faire un vrai travail pour que les choses avancent. Et après, il y a des discussions qui ne sont pas des négociations, mais forcément, on n'achète pas une baguette de pain. On se rencontre 1 fois, 2 fois, 3 fois, on discute. Rapidement, quand même, on arrive à un accord écrit sous forme de lettre d'intention, mais il s'est à nouveau repassé 1 mois. Donc on est à 2 mois. Derrière, quand bien même tout s'enchaîne et tout continue, le temps de la rédaction des actes juridiques, des levées des conditions suspensives et notamment, souvent la plus longue, l'obtention du financement et la levée des fonds, on est au minimum à 4 mois. Mais ça, c'est quand tout est très raccourci. Quand je dis 6 mois, c'est qu'il y a forcément un petit ralenti naturel. Oui, il y a l'été, il y a... Et puis il peut y avoir le calendrier. Ouais. Ne serait-ce, c'est surtout ça d'ailleurs qui fait le temps des opérations, c'est le calendrier propre à la profession. C'est qu'il y a la période fiscale. La fameuse période fiscale. On fait quand même, ça peut arriver, il y a toujours des exceptions à la règle, mais on fait très très peu de prise d'effet entre février et juin. Donc au moment où on est en train de diffuser puisqu'on diffuse l'épisode en février, tu es en vacances en théorie. Alors, je t'aurais dit oui.
Je t'aurais dit oui, il y a effectivement 10 ans. Ouais. Il y a 10 ans, de février à juin, on ne pouvait pas contacter. Tu pouvais parler à personne. Je pouvais parler à personne. Sauf que... Ni vendeur, ni acheteur. Ni vendeur, ni acheteur. Si on avait le malheur de le faire, on passait pour des gens qui ne connaissaient pas le métier, en résumé. Mais pourquoi vous nous appelez ? C'est pas possible. Tout a changé. Alors, ça avait commencé à changer un peu avant le Covid. Et puis, ça a énormément changé depuis, parce que je pense qu'il y a eu une prise de conscience des confrères qui se sont, à juste titre, rendus compte que finalement, pendant cette période, on pouvait aussi faire autre chose et prendre du recul, ou continuer des discussions qui ont été engagées. Et puis, on a aussi affaire, alors je dis pas que c'est pas des gens qui ont les mains dans le cambouis, pas ça, mais aux dirigeants de cabinet qui quand même sont pas au quotidien à la production des bilans. Donc ils vont avoir la présentation des bilans aux clients, ils vont avoir le soutien et la validation à faire avec leurs équipes, mais s'accorder 1 heure ou 2 pour discuter, échanger, rencontrer un confrère, ça reste possible. Mais c'est surtout en termes de prise d'effet que reprendre un cabinet... Oui, c'est pas le moment de le reprendre pendant la période fiscale, quoi. C'est pas poussé. Ça nous est arrivé, il y a des confrères qui se sont lancés, qui ont repris un cabinet, mais... ça reste rare. Par contre, sur le 2e semestre, à partir de juin, juillet, et puis le dernier trimestre, septembre, jusqu'en janvier finalement, oui, là c'est joué. Là, ça bouge. Ça bouge, ouais. On fait une pause dans cet épisode pour parler de développement de cabinet. Vous connaissez Booster Digital ? C'est l'agence experte qui accompagne les dirigeants experts comptables dans la croissance de leurs entreprises et déjà depuis plus de 6 ans. Stratégie de cabinet, pricing, création de l'identité visuelle, création du site web, animation des réseaux sociaux et développement commercial, on le fait et on le fait bien. Déjà plus de 45 cabinets satisfaits. Alors, pour découvrir comment on peut booster votre entreprise, c'est simple. Envoyez-moi un message sur LinkedIn avec la mention Accounting Business Club ou simplement IBC. Je vous offre une consultation stratégique de 30 minutes. Et tout de suite, revenons à notre épisode. Tu disais tout à l'heure justement en matière de cible, donc toi tu as un job de matcher le bon cabinet avec le bon repreneur. Oui. Quand je discute parfois avec des jeunes experts qui s'installent, ils me disent tous que, ou une grosse partie, que le marché est bloqué, tu vois, pour eux. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à rentrer comme étant des bonnes cibles. Qu'est-ce qu'on pourrait leur suggérer comme idée pour devenir, pas des bonnes cibles, pardon, des bons repreneurs, avoir un bon dossier de reprise? Je pense pas qu'il y ait un bon dossier de reprise. Nous, on aime j'allais dire les belles histoires. On n'est pas des poètes, mais on apprécie permettre à un cédant de vendre son cabinet à un plus jeune, peut-être à un indépendant, parce que ça peut être une belle histoire. Il se retrouve tel qu'il était il y a 30 ans quand il a posé sa plaque, parce que ça va permettre d'avoir la même philosophie de travail, la même approche du métier, aussi bien avec les collaborateurs qu'avec les clients, et puis de permettre à un jeune diplômé ou un confrère indépendant de se lancer, d'y aller, de tout de suite... Et c'est dans ça qu'on est des fervents défenseurs de la croissance externe et du rachat, c'est que rapidement on peut atteindre une taille intéressante, je dirais pas critique, on y viendra si besoin, mais intéressante pour avoir des dossiers un peu haut de gamme, plus de volume, pouvoir se reposer sur des équipes, etc. Donc c'est quelque chose qu'on peut, par le rachat, atteindre rapidement. Donc en ça, nous on défend énormément les indépendants ou les confrères qui rachètent pour la première fois. On aime bien. Mais c'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment avoir un bon dossier, c'est avoir une posture et un projet bien abouti, bien clair. Ce qui se passe malheureusement, et je pense que c'est pour ça que le marché se ferme pour eux et que ce sont les plus gros qui rachètent, c'est que c'est une vraie aventure. On sort du métier traditionnel d'indépendant, on devient entrepreneur. Et on saute ce pas dès le rachat. Donc il faut être capable, non pas d'avoir le plus d'argent que les autres, être plus beau, payer plus. C'est pas ça. C'est d'ailleurs pas ce que font les groupes. C'est simplement que un cabinet qui a déjà fait des opérations de croissance externe a l'expérience, sait comment faire, va pouvoir prendre sa décision rapidement, sans hésitation, va passer outre
certains petits freins, blocages qui peuvent faire peur, va pas tout regarder dans le détail. Alors c'est sûr que son assise est différente, il peut se permettre un couac que ne peut pas se permettre un indépendant. Mais c'est un indépendant ou quelqu'un qui débute, qui se lance, qui rachète pour la première fois, je le répète, c'est pas son dossier. Faut qu'il ait bien avancé dans sa tête en se disant ok, je me lance, j'y vais, je fonce, je regarde pas tout, parce que si on regarde tout, on peut faire 10 000 fichiers Excel. Ouais, si je traduis en 2 secondes, c'est prends ta part de risque. Il y a une part de risque. Et évidemment, je dis pas d'acheter n'importe quoi. Ouais, la preuve, je le dis tout à l'heure, on n'est pas des vendeurs de palettes. On fait pas du volume. On attache beaucoup d'importance à la qualité de notre travail, mais puis à notre réputation qui est en jeu. Mais il est certain que il faut fermer un peu les yeux, faut foncer. Et c'est pas toujours évident. Je leur jette pas la pierre. C'est pas évident parce que quand on est tout seul et qu'on se met de la dette sur le dos, des cautions, des engagements, et qu'il faut en plus cravacher tout seul, reprendre, c'est compliqué. Mais nous, on apprécie ces profils-là. Et si on peut, on le fait assez souvent. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, on ne travaille pas qu'avec des grands groupes. On est un peu comme tout le monde. Hein, c'est le marché qui nous amène ou les dossiers qui nous. Mais on défend. On est les premiers à défendre ces candidatures et on les apprécie. Donc il faut avoir un projet, une histoire quand même quand tu te présentes et une idée du financement évidemment et pas moins regarder, mais prendre son risque en se disant dans tous les cas, on sait qu'il va y avoir potentiellement 2-3 petites choses et ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat. Oui. Mais par contre, le jeu en vaut la chandelle parce que je vais aller beaucoup plus vite. Mettons, si je rachète un truc à 500 000 ou 1 million, pour les fabriquer partant ex nihilo, ça va me prendre un peu plus de temps. C'est exactement ça. D'accord. C'est exactement ça. Et après, où il faut se rassurer, c'est que on prête relativement facilement à la profession. Ouais. Les partenaires bancaires, on le voit, sont quand même des vrais partenaires. Alors il faut monter un dossier, on n'obtient pas de l'argent comme par magie, comme à une certaine époque pas si lointaine en France, mais les professionnels, voire les banques partenaires du cabinet cible ou du cabinet en place, plus d'autres prestataires, établissements bancaires spécialisés dans le financement de la profession, connaissent le métier, savent qu'il y a de la récurrence, de la rentabilité, qui a un risque qui est quand même relativement minime. Donc le financement est là. Donc bien sûr, quand on débute, dire je vais racheter un cabinet à 1 million d'euros, je pense qu'il ne faut pas non plus se mettre le doigt dans l'œil. Mais si on est sur une cible absorbable, tout est possible. Est-ce qu'il vaut mieux arriver en ayant fait une création ex nihilo avec un petit portefeuille de 100-150 000, avec pas un portefeuille de 100-150 000, ouais. Ou est-ce qu'on se dit vas-y, je suis diplômé, j'ai un petit apport parce que je viens de vendre mon appart et je viens chercher 500 000. Alors, je vais être je vais être assez précis, c'est que on les a pas, ces jeunes qui viennent, qui disent je viens d'être diplômé. Okay. Alors, on les a pas. On en a très très peu à l'échelle nationale et même ramener à une étude concrète de dossier, on n'en a pas. Moi, ça m'est déjà arrivé, pas suffisamment, ou pas dans la même proportion, dans la proportion logique qu'on devrait en avoir. Il ne se présente pas suffisamment à nous, à mon goût. Donc en fait, la typologie de l'acheteur, c'est plutôt quelqu'un qui a déjà son cadre, qui tourne et qui se dit j'ai besoin de passer un palier. Je sais que ce palier, par la croissance organique, je vais mettre des années à l'atteindre. Je veux pouvoir me structurer, avoir des équipes, commencer à peut-être investir sur des outils un peu meilleurs, peut-être gagner du temps dans les étapes qui vont être à franchir par mon métier et ce que va m'imposer la profession. Donc en achetant, tu fais le gap rapidement. Je fais le gap plus rapidement. Tout à l'heure, tu parlais pardon. Ouais. Non, j'allais dire, mais effectivement, ce n'est pas la démarche aujourd'hui des jeunes diplômés. On ne les voit pas suffisamment nous solliciter. J'en suis même parfois à me dire, mais
où vont ces jeunes diplômés? Qu'est-ce qu'ils font? Moi, à mon niveau, tu les vois pas arriver? On les voit pas. Okay. On les voit pas. Ah, intéressant. Ouais. Ils vont, je sais pas. Ils travaillent, forcément. Ouais. Non, mais soit ils se créent ex nihilo, soit ils s'associent dans le cabinet dans lequel ils sont, soit ils vont dans des plus grandes structures. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup. Nous, ça ne nous dérange pas entre guillemets parce que c'est pas ça qui. On arrive à faire des opérations, on a suffisamment d'opportunités. Mais je pense qu'il y a beaucoup moins aujourd'hui de jeunes qui rachètent des clientèles pour débuter que ce qui a pu se faire il y a 30 ou 40 ans. Et je te cache pas que ça m'arrange puisque j'ai un programme d'accélération pour les créateurs qui s'appelle Road to 100K. Non, mais blague à part. Ok, non, c'est intéressant. Et tout à l'heure, tu parlais alors pas de taille critique. J'ai plus le mot que tu as utilisé, mais du coup, c'est quoi la bonne taille pour toi ou c'est quoi la taille cible? Non, oui, taille. Je disais taille cible parce que chacun voit un peu midi à sa porte. La taille critique, on en rigole parfois avec les confrères. Je pense qu'elle est jamais atteinte, finalement. Elle est jamais atteinte. Chacun a l'impression, et moi je serais très mal placé pour pouvoir justement y répondre, on a toujours l'impression que dès lors que aujourd'hui je fais 500 000 euros, dès lors que je ferai 1 million d'euros, ça sera bien, j'aurai suffisamment de ressources pour me structurer à tel niveau, avoir un pôle social, des responsables en social, commencer à avoir des prestations un peu plus haut de gamme sur ceci, prendre un peu de recul, pouvoir financer tel investissement. Et puis, arriver à 1 million d'euros, le confrère se dit mais mince, ça booste, je suis tout seul, c'est chaud, il vaudrait mieux qu'on soit deux. Ah bah oui, mais alors si on est deux, il faut deux. Il en faut un de plus. Oui, puis il faut des ressources pour payer ce second, donc plus de chiffres. Donc on recherche 500 000 euros, voire on fait directement le gap comme ça à 2 millions, on sera vraiment. Et je pourrais continuer l'histoire et je me retrouve avec des cabinets qui font 10 millions d'euros et qui disent ouais, mais en fait notre mode de fonctionnement, notre process, notre ADN ou la manière dont on a bâti les choses et le type d'association qu'on a aujourd'hui fait que il faut qu'on continue à racheter. Donc je pense que la quête de la taille critique, elle peut être infinie. Par contre, déjà se dire voilà, moi, ma cible, ma taille cible, c'est celle-ci, ou sans parler de taille, ma logique d'entreprise, de vie de mon cabinet, c'est de mailler le territoire, d'avoir un deuxième, un troisième, un quatrième bureau ici, de permettre à mon jeune associé de prendre des responsabilités. Je veux le garder, j'ai besoin de le challenger, ou j'achète des compétences, j'achète des dossiers qui vont m'ouvrir à un autre univers parce que je rachète une clientèle spécialisée dans tel truc, tel marché, etc. C'est ça, pour moi, la bonne... chercher à atteindre un chiffre pour atteindre un chiffre, je respecte. C'est pas un projet d'entreprise. C'est pas un projet d'entreprise. On parle souvent, de plus en plus souvent dans le podcast ici, avec les invités, de la compta gratuite. Elle n'est pas encore là. Elle est dans pas mal de têtes quand même. Est-ce que toi, côté Valo, ça a évidemment pas encore impacté puisque ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est un des facteurs extérieurs qui est pris en compte? Pas encore. Non. Pas encore. Non. Pas encore, non, ça j'en entends pas parler. Non, c'est pas encore venu. Ouais, c'est pas un sujet. Affaire à suivre. Tiens, j'ai eu une blague qui était de dire est-ce que Visma a déjà fait des propositions de rachat de cabinet, mais blague à part parce que Visma est en ce moment en train de consolider beaucoup d'acteurs digitaux du secteur, mais ça collait avec la question un peu des projets de fonds. Mais est-ce que toi tu disais au début tu n'avais pas encore de projet de fonds qui arrivait? On a des projets, si. T'as des projets qui viennent... on est sollicité, énormément sollicité. C'est des fonds ou c'est des build-up, c'est des experts qui font des build-up, c'est tout ça. Ouais. C'est tout ça. En tout cas, tous annoncent avoir des projets de croissance externe et les moyens de le faire. Voilà. Et effectivement, il y a beaucoup d'acteurs en ce moment. Je pense que, comme tout marché, quand émerge une nouvelle tendance, il y a beaucoup de monde. Tout est question de proportionnalité. Ouais, mais il y en a pas mal quand même. Depuis septembre, il y a le téléphone qui sonne assez régulièrement. Exactement. Le téléphone sonne régulièrement. Des acteurs se présentent à nous, ont sur le papier des projets
que je me permets pas de juger, mais et puis avec des petites variantes, mais en tout cas tous avec beaucoup d'ambition. C'est à ce niveau-là que ça bouge aujourd'hui. Ok. Il y a une effervescence, il y a de l'argent qui est en train d'arriver avec des thèses d'investissement et chacun y voit un peu la poule aux œufs d'or parce que ça sort de la rentabilité et parce que sur le papier. Quoi. Ça le sera peut-être. Nous, voilà, peut-être que c'est pas peut-être, vraisemblablement je serai en mesure d'en parler d'ici quelques mois. Ouais, dans un an. On étudie des dossiers avec des acteurs. Mais tu viens de gagner ta place pour l'épisode annuel de la Valo, le point marché. Combien vaut mon cabinet chaque année? Non, mais avec plaisir, parce que je le dis depuis le début, je suis pas là pour dire des choses que je n'ai pas vécues. C'est ça qui est intéressant. Ou comment dire, faire grossir les on-dit. Non, je préfère parler concrètement. Ouais, terre à terre, quoi. Ça sert à rien de faire. Voilà. Aujourd'hui, oui, on étudie des dossiers avec ces gens-là parce que leurs projets ont du sens, sont crédibles. Maintenant, voyons dans les faits. Que ça sortit. Ouais, c'est ça. On arrive sur la phase conseil d'insider qui est assez intéressante sur savoir. Premièrement, je vais l'ouvrir par qu'est-ce qui fait qu'une reprise se passe bien? Tu vois, c'est quoi tes conseils, c'est quoi tes bonnes pratiques que tu vois lorsque cette reprise a été un succès? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'analyse et l'honnêteté métier et confraternelle qu'il faut avoir, de manière à pas mentir, on le dit assez souvent à nos confrères, il vaut mieux évoquer les soucis dès le départ plutôt que les cacher. Donc pour qu'une reprise se passe bien, avant même d'arriver après la signature, on commence en amont. Ce qui fait que ça marche bien, c'est qu'on n'a pas mis trop de trucs sous le tapis. On met pas de trucs sous le tapis, on dit les choses. Il n'y a pas de, pour le coup, tu me le disais tout à l'heure, c'est aussi là qu'il faut pas de sujet tabou. Il ne faut pas qu'il y ait de sujet. Tout est pas tout est bon à dire. C'est un peu comme en amour, mais il faut tout dire parce qu'il faut pas oublier que le repreneur est un confrère, quelle que soit sa taille, son organisation, etc. Il fait le même métier. Donc les problèmes clients, les problèmes de personnel, les problèmes avec les prestataires, les éditeurs, les contraintes juridiques, réglementaires, etc. Il a les mêmes. Et puis, il est aussi dirigeant d'entreprise. Donc, si le cabinet a eu un moment des difficultés, ou en connaît, ou en connaîtra, il faut le dire. Parce qu'il y a rien, vaut mieux le dire au départ. Et nous, c'est notre job, on insiste là-dessus. On va préparer la vente, on va questionner, parce qu'on veut une totale transparence, mais c'est pas pour, c'est pour que les choses ne sortent pas à la dernière minute. Il n'y a rien de pire que j'ai oublié de vous dire. Alors que si ça avait été dit au départ, on passait outre, on l'anticipait, on voyait comment passer cette barrière. Si ça apparaît tardivement, c'est un deal breaker. Okay. Donc ça, c'est vraiment préparation à la vente. Deuxième élément très important, je l'ai dit aussi, c'est de trouver le repreneur. Le bon repreneur. C'est un terme qui paraît un peu galvaudé, mais en tout cas, nous, on va faire ce job. Alors, c'est un service qu'on rend, je pense, aux deux. C'est sûr qu'on ne satisfait pas tous les acquéreurs en fonctionnant comme ça. Faut être honnête. C'est-à-dire, tu vas pas tous leur trouver le produit alors qu'ils ont envie de racheter. Et bien, je vais surtout pas certains dossiers, je sais qu'ils ne correspondront pas à certains acquéreurs. Ouais, mais d'un côté, tu leur fais gagner du temps aux deux parties. Je fais gagner du temps aux deux parties. Parce que, pour X raisons, il y a des choses qui ne peuvent pas correspondre. C'est pas la bonne taille, c'est pas la bonne cible, c'est pas le bon profil. Il y a aussi le cédant qui, parfois, nous fait passer des vrais messages en disant « Je ne veux pas de ce genre de repreneur, sécurisez-moi les choses, je ne veux pas d'un jeune premier. » On a plein de... On est obligé de respecter les desiderata du cédant, puisque de toute façon, si on essaie de forcer le trait, il signera pas à la fin. C'est lui qui garde le pouvoir final. Donc, nous, et puis en même temps, l'acquéreur, on doit l'amener lui présenter un dossier qui lui corresponde. On peut pas l'amener au casse-pipe. On va pas lui faire perdre du temps. Donc, là maintenant, après, pour cette étape-là, c'est l'expérience qui parle, c'est notre connaissance des acteurs, du marché, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on sait, de ce qu'on ressent. Ça, c'est la deuxième chose qui permet de sécuriser une opération.
Et la troisième, il y en aurait d'autres, hein, mais les essentielles sont celles-ci. La troisième, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire la passation, le passage de témoin, l'après. L'après. Nous, on insiste pour qu'il y ait un vrai accompagnement. Alors pareil, accompagnement, on peut entendre plein de choses, enfin ça peut sous-entendre plutôt plein de choses. Il y a des accords, des deals qui se font où d'emblée on part sur un accompagnement longue durée. Pour X raisons. Qu'est-ce que tu appelles longue durée ? C'est quoi un peu les durées qu'on peut retrouver sur ce type de deal ? Parfois, il y a des cédants qui ont besoin, qui décident, qui souhaitent, ou alors ça leur est demandé par le repreneur de rester 1 an, 2 ans. Accompagnement longue durée. Donc là, ça nécessite un accord bien particulier, avec une rémunération, avec une fiche de poste, peut-être pas à ce niveau-là, mais en tout cas un cadre bien précis et clair de sa mission, de ce qu'on attend. Voilà. C'est un petit peu particulier, mais nous, on est plus souvent sur des opérations où il y a un accompagnement relativement court. C'est-à-dire entre 3 et 6 mois. Une période fiscale. Par exemple. Exactement. Alors plus le cabinet, quoi qu'il n'y a pas de règle. J'allais dire plus le cabinet est gros, non, parce que parfois c'est le confrère qui est très impliqué personnellement sur les dossiers, donc il va avoir plus de matière à transmettre. Mais il faut cette période digne de ce nom. Une vraie implication, un vrai passage de témoin, avec une présentation des clients, avec un discours qui n'est pas qu'une façade, de dire voilà, je vous présente mon repreneur, mon successeur, voilà pourquoi je l'ai choisi, voilà en quoi il est bon, voire meilleur que moi, vous l'apprécierez, c'est sûr. Il y a tout ça à faire, et puis il y a un peu de technique, il y a un peu de réseau à faire passer. C'est tout ça qui va faire que petit à petit, le cédant va pouvoir s'effacer. Alors, petit à petit, ça va quand même assez vite, hein, si on est sur sur les durées dont tu as parlé, quoi. 3-6 mois pour les plus courts et 1-2 ans. Parfois, quand on est sur une clientèle qui nécessite 3 mois d'accompagnement, même c'est pas 3 mois à temps plein, hein. Ouais. C'est un premier mois intense, un deuxième mois à mi-temps et le troisième mois sur demande, parce qu'il faut bien évidemment que le repreneur, petit à petit, prenne sa place. Donc il faut savoir s'effacer. C'est pour ça qu'on joue vraiment là-dessus. Là aussi, il y a des choses qui sont naturellement, mais nous on a notre petite touche là-dessus. On est bien obligé de sentir les choses, et parfois il faut bien cadrer pour que ce soit ni trop court ni trop long. Donc c'est vraiment le troisième pilier. C'est le troisième facteur clé de succès d'une reprise. Troisième facteur clé, ouais. Donc ce qui est marrant, c'est que tu en as 2 qui collent totalement en amont de la session, qui font que le troisième, qui font que la session peut réussir, si le troisième est bien accompagné, quoi. Enfin, c'est l'accompagnement. Oui. Ah oui. Est-ce qu'il existe, c'est le troisième qui me fait penser à ça, est-ce qu'il existe des clauses d'earn-out que tu peux retrouver dans généralement quand on vend généralement, je sais pas, j'ai peu d'expérience dans la vente de boîte, mais de ce que j'entends un peu autour de moi, j'ai pas d'expérience là-dessus. T'as le deal qui est fait au début et puis après. Ouais. Non, on n'est pas. C'est pas propre. Ça ne se présente pas trop dans la profession. C'est pas un usage. C'est pas un usage, exactement. Ouais, c'est pas un usage dans la profession. Ok, intéressant. Combien ça coûte de bosser avec, de vendre un cabinet ou d'acheter un cabinet ? D'ailleurs, qui paye ? C'est quoi ? C'est l'acheteur ou le vendeur ? C'est l'acheteur qui paye pour 2 raisons. C'est que nous, il y a une loi qui régit notre intervention, et on se doit de travailler sous mandat, donc avec un mandat de vente. Une fois qu'on a convenu toutes les modalités de cession, le prix, les conditions, le périmètre, qui fait quoi, etc. Le vendeur nous mandate pour pouvoir présenter son dossier, donc ça c'est obligatoire. Et ensuite, on a donc des mandats de recherche de la part d'acquéreurs qui, chez nous, sont donnés sur de longue date. C'est des mandats qui courent un certain temps avec des renouvellements réguliers, parce que c'est pas, malheureusement, on aimerait bien satisfaire tout le monde, mais une fois quand un acquéreur nous donne un mandat, c'est pas immédiatement qu'on est en mesure de lui présenter un dossier. Mais à partir du moment où on a cette documentation, enfin ce cadre fixé, on est en mesure de mettre les gens en relation, et notamment de présenter à l'acquéreur un dossier
complet, dossier de présentation, tous les documents annexes qui vont permettre une étude précise du dossier. Et très sincèrement, c'est pas très sincèrement, c'est en toute transparence. C'est là où on joue quand même, pas avec le feu, mais il y a beaucoup d'implications et de responsabilités de notre part. C'est que on donne tout. Donc il y a forcément un engagement. Totalement on joue à livre ouvert. Parler c'est compliqué parce qu'on se coupe toujours de ne pas donner le nom du cabinet, le nom des collaborateurs on le respecte, le nom des clients bien évidemment on anonymise les choses, mais à un moment si on se doit se parler concrètement et si l'acquéreur doit étudier les choses relativement rapidement, parce que c'est l'autre clé aussi, c'est qu'il faut toujours quand même aller assez vite, on ne peut pas se permettre de lui cacher les choses. Donc son mandat, je reviens là-dessus, intègre aussi une clause de confidentialité sur le mandat de l'acheteur. Ouais. Le mandat de recherche, sur les informations transmises, ça va de soi. Et puis nous, on lui rappelle régulièrement, et on n'a pas de souci. En 20 ans, il n'y a jamais eu de souci. Il y a un respect des confrères, il y a du sérieux des uns et des autres. Nous, on continue d'insister là-dessus, donc on préserve vraiment la confidentialité des choses, des dossiers transmis, et surtout de l'opération. Donc chacun peut travailler très sereinement, étudier, discuter, avancer, se rencontrer, etc., sans que ça se sache. Nous, on préserve, on insiste beaucoup là-dessus, et on sait faire, on a les outils, on a les moyens pour que tout se fasse et qu'on discute, parce que c'est quand même beaucoup plus confortable de travailler entre soi que lorsqu'il y a toute la place qui est tout courant. Mais pour répondre à ta question... J'allais y revenir, de toute façon, t'en fais pas. J'ai un peu élargi les choses, mais on a un mandat vendeur, un mandat acheteur, mais dans la réglementation, il n'y en a qu'un des deux qui peut nous payer, qui peut payer nos honoraires. Et finalement, c'est le marché qui nous incite à ça. Aujourd'hui, effectivement, c'est l'acquéreur qui paie nos honoraires, in fine, donc uniquement, c'est des success fees. Ouais, uniquement quand le deal se fait et quand il est signé et payé. S'il se fait, quand il est signé, payé, etc. On peut avoir des échecs. Malheureusement, ça arrive très peu, mais ça peut arriver. On ne se doit rien. Des échecs avant signature. Des échecs avant signature, okay. Ça peut arriver. On discute, on avance, on va même parfois très loin. Bon, je grossis le trait parce que sincèrement, dans la profession, une fois qu'on est sous protocole, il n'y a plus d'échecs. Mais on peut avoir des choses qui capotent entre la lettre d'intention et le protocole, alors que ça fait déjà 2-3 mois qu'on discute. C'est comme ça. C'est la vie, c'est le business. On ne doit rien à Vieux et Gouron. Par contre, effectivement, quand il y a la signature de l'acte, on a réussi les uns les autres l'opération, on a fait le deal. Et là, il y a des honoraires qui se calculent. C'est des paliers par palier en fonction de la valeur de la clientèle transmise. De la clientèle ou de la boîte ? De la clientèle. Ah ouais. Ouais, on ne se rémunère pas pour schématiser sur la trésorerie. Ah oui, non, ok. Oui, d'accord. En fait, tu retraites, comme tout à l'heure on parlait de retraiter le BE, tu retraites ta valo en fonction de... Je reprends une clientèle qui est valorisée 500 000 €. C'est sur ces 500 000 qu'on va se rémunérer, que nos honoraires vont être calculés. Si cette opération se fait via un rachat de parts et qu'il y a 200 000 € de capitaux propres, on ne se rémunère pas sur les 700 000. Notre calcul se fait uniquement sur la valeur de la clientèle, les 500 000. D'accord, ok. Voilà. Et ça n'a pas un impact ça sur la valo ? Non, parce que tout à l'heure tu disais qu'en fait le BE il est relativement égal à 5, mais si on réfléchit à des nouveaux modèles de valorisation... Ouais, peut-être, mais comme je le disais tout à l'heure, on arrive à comme les deals finalement à la fin se résument à un accord sur un coefficient de revalorisation de la clientèle. Donc aujourd'hui, ça ne pose pas de problème. On retombe sur une valeur qu'on peut déterminer de la clientèle. Voilà. Et puis même si le prix global s'est calculé à travers une valorisation de BE, il y a quand même à la base un cabinet avec son chiffre d'affaires. Donc on se base là-dessus. Et puis après on a un mandat, mais on est aussi des gens,
on est là aussi pour faciliter les choses. Notre but, c'est quand même que les opérations se fassent. Je l'ai dit tout à l'heure, que l'opération se passe bien. Donc on sait aussi mettre de la souplesse dans tout ça. Mais il y a effectivement une base, alors qui est de calcul, avec des pourcentages qui sont dégressifs, bien évidemment. Oui, parce que tu m'as pas donné les pourcentages, là, j'y reviens. Combien ça coûte? Ouais, nos honoraires initiaux sur jusqu'à 250 000 € de transmission de clientèle, c'est 7% hors taxe. Voilà. Et ensuite, à partir de 250 000, c'est dégressif, 6%, 5%, 4%, etc. Voilà. Donc, en moyenne, considérons que, par rapport aux opérations qu'on est amené à faire, on est entre 5-6%. Qu'est-ce qui fait que, du coup, on a dit qu'est-ce qui fait qu'un deal réussit, mais qu'est-ce qui fait qu'un deal pas capote parce qu'ils sont faits? J'ai compris que, tu vois, ça pète pas, mais qu'une reprise se passe pas. Tu vois, c'est quoi les warnings, les points d'attention qu'on pourrait avoir sur des deals pour qui se passent mal parfois quand il y a la reprise? En fait, le point d'attention qu'il faut avoir, et c'est le plus compliqué à appréhender, c'est les équipes. Ouais. Parce que il faut, d'abord parce que c'est quand même propre et une difficulté de la profession, de stabiliser les équipes, d'avoir des personnes motivées, compétentes. Et dans le cas d'une reprise, il faut s'assurer que tout le monde va adhérer au projet, est bien à sa place, est compétent, aura envie d'eux, va être en phase avec le projet du repreneur, etc. Et idéalement de pouvoir s'appuyer au sein des équipes sur un bras droit, sur un successeur naturel au cédant. Voilà, ça c'est tout ça qu'il faut réussir à sentir, à comprendre, et presque la prise de risque dont on parlait tout à l'heure, elle est là aujourd'hui. La clientèle, on l'a dit, il a des perditions, on se fait peur avec ça, mais il n'y en a pas. Les clients partent pas. Ou s'ils partent, c'est vraiment parce que le repreneur n'a pas été sérieux avec son dossier. Mais sinon tu l'as retraité avant, quoi. Exactement. Quel est l'intérêt pour un client de partir juste parce que ça change d'expert comptable? Aucun. Il fait comme tout le monde. Il dit j'attendrai de voir. Si c'est pas bien, je suis libre. Et puis Oui, tu veux dire qu'il part pas au moment du rachat. S'il part, c'est un an après parce que les conditions ont changé, l'accompagnement n'est plus le même, les prix sont plus les mêmes. Donc vraiment le point d'attention, ce sont les équipes. Et quand je rachète un cabinet, je vais dans le cabinet auditer les équipes ou non. Ça c'est que j'ai juste vu les chiffres, j'ai vu le dirigeant qui m'a dit ah ouais. C'est ça qui est très compliqué. C'est pour ça que je te réponds assez ouvertement là-dessus. C'est qu'il faut réussir à sentir, à s'assurer des choses, et nous c'est ça qu'on essaie d'interpréter, ou en tout cas de pas sortir les verres du nez, mais on veut à ce que le cédant soit le plus honnête et le plus transparent sur le sujet. Et alors là aussi c'est de l'expérience, on sent parfois que tiens, on nous a pas tout dit, ce collaborateur-là, en fait, il est sur le départ, ou attention, l'entente n'est pas si bonne que ça. Celui-ci, on nous dit que c'est le bras droit, mais j'ai l'impression que lui s'en sent pas les épaules. Nous, on arrive à ressentir ça. Mais parce que toi, tu vas dans le cabinet, tu vois les équipes ou non? Parce que c'est très opaque. Ouais. Non, c'est très opaque. Là, c'est de l'expérience. Ouais. Là, c'est à travers les entretiens qu'on peut avoir, à travers et puis nous, on pose aussi des questions sur le sujet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui émerge dans les équipes, qui aujourd'hui directeur de portefeuille, directeur de mission, qui demain peut être directeur de bureau, d'agence, de cabinet, sans être forcément... Ou est-ce qu'il y a un diplômé qui, adossé ou avec le soutien d'un repreneur, va pouvoir prendre un peu de hauteur, devenir naturellement manager? On va essayer d'anticiper tout ça, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la vraie difficulté, elle est là. Je l'ai dit tout à l'heure, se faire financer pour l'achat d'un cabinet, ça se fait. Fermer les yeux, ou en tout cas foncer, mettre sa casquette d'entrepreneur, prendre des risques, ça se fait aussi. Étudier un dossier, on est là pour. Par contre, réussir demain à dire ok, ce cabinet je vais le reprendre, il va tourner, voire même il va continuer de progresser, tout va bien se passer, ça repose sur les équipes.
Et comme on ne peut pas les voir, ces équipes, forcément, parce que sinon, sinon tu casses on fait peur. Tu casses la dynamique, ça marche pas, quoi. La personne qui se dit, oui, ça fait toujours peur. Une boîte qui se vend, ça fait toujours peur. Voilà. Tout à l'heure, j'ai dit opaque, mais en fait, c'était confidentiel que oui, c'est ça. C'est très confidentiel. Donc, en fait, c'est le dirigeant qui vous voit. Ouais. Mais l'équipe est pas informée. Non. Quoi. Alors, il y a quand même toujours ce désir qui est naturel de la part du repreneur de dire, je pourrais rencontrer. Et ouais. Et ça veut dire qu'il les rencontre le jour du deal, c'est signé et. Alors après, il y a quand même des manières de faire, et on pourrait rajouter à la liste des bonnes pratiques pour pérenniser les choses. C'est que justement, il faut pas non plus arriver à la dernière minute. Donc là, c'est du pilotage. Donc nous, on est là pour ça. Arrive un moment au départ, tant que l'accord n'est pas trouvé, il est hors de question que qui que ce soit en dehors du dirigeant soit au courant des discussions et de la transaction en cours. Hors de question. Après, on commence à se rassurer l'un l'autre. J'ai une lettre d'intention, j'ai un protocole, j'ai suffisamment d'assurance, de trucs de faire, et arrive à un moment où, mais ça c'est encore une fois, c'est du pilotage, c'est du cas par cas, où on se dit, bah voilà, il est temps. Peut-être que la signature est dans 15 jours, dans 3 semaines, mais on a l'argent, on a 2-3 paperasses administratives qui doivent arriver. Il est temps de dire, de faire, de se présenter, de rassurer, d'anticiper, pas que ce soit le jour de dire ah ben voilà. Et puis il y a aussi parfois certains collaborateurs que le dirigeant souhaite impliquer dans le projet. Justement, le collaborateur qui a du potentiel ou qu'il faut un peu récompenser ou challenger, c'est le moment. Alors, pas tout de suite, mais donc on arrive à piloter ça. Mais on veut pas effectivement, le jour de la signature, on ouvre la porte et je vous présente votre successeur. Wow. Ça peut pas se faire comme ça. Tu l'as déjà vu ? Ah oui, j'ai déjà vu, c'est traumatisant. Wow. Ouais. Il faut l'éviter. Mais j'avoue que c'est du comment dire, c'est vrai, je reprends le terme, c'est vraiment du pilotage. Ouais. C'est de la haute couture. Il y a une stratégie de reprise, quoi. Enfin, il y a une stratégie de passation. Il y a une stratégie de passation, oui. Ah oui, ça se. Mais l'ouverture de porte pour dire salut, c'est votre nouveau. Je m'en vais dans 3 mois. Ça il faut surtout pas le faire. Mais je me répète, c'est compliqué parce qu'on peut pas non plus le faire 6 mois avant. Ouais. T'as un temps à respecter, quoi. Faut que ça ait avancé, faut que ce soit suffisamment sérieux pour pas mettre. Donc il y a un moment où on est chacun d'un côté du ruisseau, et puis il faut faire des petits pas sur les cailloux, et puis on se rejoint, on se touche la main, et ça se fait, et ça se passe bien. Mais ça, voilà, encore une fois, c'est l'expérience, et nous, on le pilote, et puis je le disais tout à l'heure, si le travail en amont a été bien fait, si on a choisi le bon repreneur, il y a forcément un petit choc, quand même, un petit choc thermique de savoir que mince, le cabinet va être transmis. Après, tu es sur un changement, donc en plus. En plus, c'est propre à l'homme, on n'aime pas le changement. Mais si on n'a pas vendu le cabinet sur la place à n'importe qui, au final, il y a plein de choses qui sont naturelles, quoi. Et puis, assez souvent, c'est quand même une bonne nouvelle. Ouais. Certes, c'est un changement. C'est une nouvelle dynamique. C'est une nouvelle dynamique. Un nouveau projet. C'est un repreneur qui arrive avec déjà des équipes, une connaissance. La nouveauté fait toujours peur. Mais dès lors qu'on lève le voile sur plein de choses, on dit oui, tiens, finalement, c'est sûr, mon patron, l'expert comptable du cabinet, oui, c'est normal, c'est l'âge de la retraite, c'est naturel. Tiens, c'est bien, je vais pas perdre mon emploi, le cabinet va pas fermer, parce que celui qui nous rachète, il a 30 ans de moins, ou c'est un groupe, dans tous les cas, c'est une nouvelle dynamique, quoi. Voilà. Laurent, le temps file. C'est quoi ta vision du marché, tu vois, avec tout ce qui est en train d'arriver, aller à 5 ans, 5 ou 10 ans, comme tu veux? Alors, comme tout le monde, je lis pas dans une boule de cristal. Non, mais on se mouille, ça y est, ça fait 1h, ça fait 1h10 qu'on est ensemble. Je veux savoir. Moi, je suis optimiste. Ouais. Je suis optimiste. D'abord parce que je crois en nous, je crois en notre cabinet, donc ça répondrait pas vraiment à la question, mais non, par rapport à la profession et à la valeur des cabinets, la valeur marchande des cabinets, j'ai pas d'inquiétude. Te dire
comment le chiffre d'affaires sera fait demain, dans quelle mesure il va falloir évoluer. Il y a des dizaines de réflexions de personnes beaucoup plus compétentes que moi qui savent dire ça, mais je pense que on le disait tout à l'heure, c'est le propre de l'homme de savoir se réinventer, de savoir évoluer, changer. Donc j'ai totalement confiance en la profession, totalement confiance en l'esprit d'entrepreneurs, finalement, que je pense ont de plus en plus les experts comptables pour être capables de trouver des nouveaux services. Et si c'est pas eux qui les trouvent, il y a des choses qui vont se faire naturellement, qui vont faire qu'il y aura toujours du chiffre d'affaires, des prestations. Elles seront certainement très différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui, mais je suis pas inquiet. Le cabinet d'expertise comptable ne va pas disparaître. On n'aura peut-être plus 3 lignes, honoraire comptable, honoraire social, honoraire juridique. Très certainement. Voilà. Mais, et puis, l'autre raison pour laquelle je suis confiant, c'est que le rapprochement, la concentration, l'union fait la force. Aujourd'hui, c'est le cas depuis quelques années. Ça le sera encore plus. Ouais. C'est simplement. On va assister à plus de concentration. On le voit, hein, c'est naturel. Et puis il y a une configuration dont on n'a pas vraiment parlé. On a parlé de session, mais ça pourra faire l'objet d'un autre podcast. C'est une vraie tendance aujourd'hui, c'est celle du rapprochement, de l'intégration des cabinets avec des confrères qui poursuivent leur activité, mais qui s'adossent à des cabinets, des structures plus importantes. Ce qui fait que on fait beaucoup d'opérations aussi ainsi. Hein. Tu veux dire, tu viens d'ouvrir une porte qui nous ramènerait sur 1 heure d'épisode, mais du coup, ça veut dire que je le garde pour une prochaine fois. Ouais. J'ai mon cabinet qui fait 500 000. Je sais que je suis dans la taille un peu où il faut que je passe au-dessus. J'ai pas envie de vendre parce que j'ai 45 ans. Là, je vais m'adosser à un autre, et là, c'est une OP que vous faites, vous. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Oui. Il y a une partie de vente, mais et puis c'est pas toujours par rapport à la taille, c'est comment est-ce que dans quel contexte, configuration et organisation je souhaite continuer à travailler sur les 15-20 ans d'années qu'il me reste à travailler. Peut-être plus tout seul. Souvent la motivation, c'est plus tout seul. Je veux continuer à travailler, mais tout seul dans mon coin, trop dur. Écoute, je garde ça pour un prochain épisode. Ça, c'est noté, c'est prochain thème. Il y a un peu de matière, ouais. C'est pour ta saison 2000, pour ton passage sur 2026. Ouais, voilà. Très bien. On parlera de la Valo 2025, des évolutions et de ce type de rapprochement. En plus, je pense qu'il y aura encore un peu de choses qui vont bouger. Cool. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ? Non, je pense que tu as remarqué, je suis assez bavard, donc j'espère déjà avoir répondu à toutes les questions. Mais moi, personnellement, j'ai pas d'ajout à faire. Après, s'il y a des questions, je sais pas, peut-être qu'il y a mes coordonnées qui sont données. J'allais te dire, où est-ce qu'on te contacte ? Sur LinkedIn, c'est toi qui décides, on le mettra en signature du mail. Oui. LinkedIn ou via notre site, sur notre site, via nos bureaux, ma ligne directe, je sais pas, on décidera, mais tu me diras et on le mettra en description de l'épisode. Ouais. Bon, écoute, Laurent, franchement impeccable. Je regarde un peu les questions que l'Accounting Business Club avait posées, mais franchement, on les a toutes balayées. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter cet épisode, que vous avez appris autant de choses que moi dans ce monde feutré et confidentiel de l'évaluation. Je pense que ce que je retiens, c'est que ça bouge. Il y a des fondamentaux, mais les choses vont certainement évoluer un peu, et ça va être chouette à suivre. Franchement, j'ai hâte de te recevoir à nouveau l'année prochaine pour voir ce qu'il en sera, Laurent. En tout cas, merci à tous d'être encore avec nous maintenant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partagez cet épisode au plus grand nombre, parce que ça peut être utile, et si c'est utile aux confrères, ce sera utile pour les entrepreneurs, pour tout le monde, pour l'écosystème. Bref, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.